5 enfants assassinés, un père veuf inculpé, un procès retentissant en décembre 1901 et un verdict impitoyable. Voilà ce que l'on sait pour le moment de l'affaire Brière. Le verdict, c'est souvent le couperet qui tombe, le bout de l'affaire, le clap de fin. Pourtant, l'histoire Brière ne s'arrête pas là. Face à la crainte de l'erreur judiciaire, les appels à la grâce se multiplient et le président de la République, Loubet, prend une décision inattendue. Brière échappe à la guillotine. Pour connaître un sort à peine plus enviable, le bagne de Guyane. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de l'affaire Brière. Vous ne rêvez pas. Le 1er février 1902, contre toute attente, le président Émile Loubet accorde sa grâce présidentielle à Brière. Il ne sera donc pas exécuté, mais condamné à la détention à perpétuité et aux travaux forcés. Aussitôt, le camp conservateur et anti-Dreyfusard s'insurge. « Voilà qu'on veut sauver l'assassin, comme ils ont sauvé le traître Dreyfus », tonne le journal Le Gaulois. Des caricatures apparaissent comparant Brière à Dreyfus, suggérant que la même coterie des « droits de l'homiste », comme on les appelle alors, protège les criminels. Trahison à la patrie, sauvé. Quintuple infanticide, sauvé aussi. En gros, tout part à volo, c'est ça qui se dit autour de toutes les tables. Inversement, dans les milieux progressistes, on salue un geste humain. Mieux vaut risquer de laisser vivre un coupable que de décapiter un innocent. La vie, c'est sacré, et puis, on n'a pas trop de preuves contre ce Brière. À Corancez, les avis sont partagés. Beaucoup jugeaient l'exécution logique après un tel crime. Une tuerie sans précédent dans la région et même dans le pays depuis l'affaire Troppmann. D'autres, las de ce tumulte médiatique, se contentent de hausser les épaules. On s'en fiche désormais. Ce qu'on veut, c'est en finir avec tous ces journalistes, ce brouhaha, ces policiers partout, et on veut retrouver sa petite vie bien tranquille. Ils se disent que l'important, c'est que Brière ne revienne jamais troubler la quiétude du village, qui ne sera plus jamais le sien. On sait désormais qu'il part pour le bagne de Guyane, dans l'archipel des îles du Salut, la même région où l'on a interné Dreyfus sur l'île du Diable. L'ironie est frappante. Fin 1902, Brière embarque donc pour la Guyane, condamné aux travaux forcés à vie. Là-bas, sur ces îlots brûlants et insalubres, sont parqués des centaines de forçats, dont quelques têtes célèbres. On parlera notamment de Manda, l'amant de la prostituée appelée Casque d'Or, qui a défrayé la chronique et dont le procès a eu lieu en 1902. Brière, décrit comme un bagnard sans histoire, n'oppose aucune résistance et se montre même docile. Très vite, grâce à sa relative éducation, on l'emploie comme infirmier, puis carrément comme préparateur en pharmacie. À la base, il cultive des terres, donc je ne sais pas quelles compétences il avait là-dedans, mais apparemment, elles suffisaient à soigner les criminels. Mais ce qui est plus troublant, au-delà de sa situation plutôt enviable au sein du camp, c'est que ses supérieurs sont convaincus de son innocence. En 1909, des années après son arrivée au bagne donc, ils écrivent même quelques lettres à la presse pour relancer son cas et tenter de le faire libérer. Pas commun quand même que des geôliers protègent un détenu. Depuis son arrivée, Brière n'a de cesse de répéter qu'il n'a pas tué ses enfants, qu'on l'a accusé à tort, sur la base d'indices discutables. Du fin fond de son bagne, il espère vaguement une révision de son procès. Mais les années passent et l'affaire s'est tassée. Le climat de la Guyane n'est pas tendre avec les organismes déjà affaiblis. Beaucoup de bagnards meurent de malaria, de fièvre ou d'épuisement. Pourtant, Brière s'accroche, persuadé qu'un jour, on reconnaîtra son innocence, qu'on le laissera rentrer dans sa région, et peut-être même à Corancez. Au village, le départ de Brière pour la Guyane marque une étape. La ferme reste vide, dans un état d'abandon progressif. L'herbe pousse dans la cour, la rouille s'installe sur la batteuse, les volets disjoints claquent au vent. Parfois, des curieux viennent encore voir le lieu du crime, prennent des bouts de pierre tachés d'un sang séché en guise de souvenir. Ouais, c'est spécial, Les Corancéens sont là, mais la curiosité extérieure, elle, n'a pas totalement disparu au fil des mois, puis bientôt des années. Elle s'érode, mais reste un fond qui subsiste. Certaines familles du hameau finissent par déménager, à l'image des Lubins, pour échapper à l'attention malsaine des journalistes et des voisins après leurs multiples témoignages. En 1902, on procède à la vente aux enchères des biens de Brière et de ses enfants. Des centaines de personnes affluent, et même plus de 1000 selon les estimations. On se tasse dans la ferme et dans la cour de l'ancienne famille.
On s'arrache jusqu'au matelas, encore rougi de sang, aux meubles renversés, la commode fracturée. Des collectionneurs n'hésitent pas à miser pour acquérir ces vestiges funestes. On vend aussi le cheval de Brière, Jean-Pierre. L'ambiance n'est pas croyable. Pendant ce temps, dans les rues, on installe quelques manèges, des stands de tir, et le café Sauger fait salle comble. C'est paradoxalement une ambiance très festive, comme pour exorciser définitivement la tragédie. Tourner la page, ne plus jamais en parler. Hurrah, c'est terminé, dansons les amis. Le journal de Chartres décrit la scène comme monstrueusement déplacée. Mais elle explique par la volonté d'une population de chasser les fantômes de ce crime en vendant littéralement chaque souvenir qui est associé. Tout ça profite à la commune qui érigera notamment un monument pour les 5 enfants Brière qui se trouve encore aujourd'hui au cimetière de Corancèze. À l'échelle nationale, l'affaire Brière continue d'alimenter chroniques et débats. Les uns disent qu'on a évité un nouveau scandale en ne l'exécutant pas. D'autres crient qu'on aurait pu l'envoyer à la guillotine, qu'il est anormal de le laisser vivre après une telle abomination. Les journaux progressistes soulignent la fragilité des preuves, la très grande possibilité d'une erreur judiciaire, et les journaux conservateurs répliquent en hurlant au laxisme. On voit aussi la ressurgence du parallèle avec Dreyfus. Brière devient, pour certains, un deuxième Dreyfus, en moins noble, un assassin qu'on gracie pour plaire, je cite, aux ligues humanitaires. Le président Loubet est traité de tous les noms et s'ancre dans l'histoire comme le défenseur des criminels et des traîtres à la patrie. C'est en tout cas ce que pense une bonne partie de la population. Huit ans après le drame, on pourrait croire l'affaire retomber dans l'oubli. Mais en 1909, un journaliste fouille les pièces à conviction au palais de justice de Chartres. Pourquoi ? On ne sait pas, mais il s'intéresse à nouveau à cette affaire, coincée maintenant dans un dossier poussiéreux de l'administration. Il y découvre des objets portant des empreintes digitales. Entre-temps, la police scientifique a un peu évolué, grâce à Alphonse Bertillon notamment, et au progrès de l'anthropométrie. Aussitôt, l'idée germe. Et si on analysait les empreintes ? Peut-être qu'on découvrirait qu'elles ne sont pas celles de Brière, prouvant qu'un autre protagoniste est intervenu. Le journaliste ébruite l'info autour de lui, et plusieurs journaux lancent un appel, rappelant l'incohérence du verdict ou l'absence d'aveu. Ça y est, c'est reparti. Un frémissement agite alors l'opinion. On murmure qu'une révision pourrait être demandée, qu'un non-lieu serait envisageable, si l'on prouvait que les empreintes appartiennent à un inconnu, et pas au père Brière. Vous vous rendez compte ? Un homme innocent au bagne pendant presque une décennie, et dire qu'on a failli le guillotiner ? Ça commence à reparler, et hop, le débat se rouvre, presque aussi chaud qu'en 1901. Cependant, on examine le dossier, et on conclut très rapidement, et je pense qu'on pouvait s'en douter, que les traces sont trop anciennes et trop partielles pour être exploitables. Et puis, on n'a pas pris la peine de bien les garder intactes, évidemment. L'espoir retombe comme un soufflet. Brière, depuis la Guyane, voit passer cette opportunité de réhabilitation et la voit s'évanouir aussitôt. Ce qu'on ne voit pas dans les journaux français, ce sont les conditions du bagne. Ce n'est pas la guillotine, certes, mais elles sont terribles. Moustiques, fièvre, malnutrition, chaleur écrasante, discipline de fer, travail épuisant bien sûr. Pourtant, Brière, dont la conduite est irréprochable, occupe un poste relativement privilégié. Il n'est pas forcé aux travaux les plus durs, il soigne d'autres forçats ou prépare des médicaments. Mais cette vie d'exil imposée mine la santé. Les fièvres tropicales le saisissent. En mars 1910, il est conduit à l'hôpital de Cayenne et épuisé, il y meurt le 28 mars. La presse n'en entend parler qu'en mai, quand le Petit Parisien et le Matin annoncent son décès. Quand ça vient du bout du monde, les informations circulent un peu moins vite. Ainsi s'achève net le parcours de cet homme jugé d'infanticide, jamais gracié une seconde fois, jamais réhabilité, et dont l'éventuelle innocence ne sera jamais prouvée. Des forçats et des médecins de l'île Royale affirment qu'il répétait souvent « Comment peut-on croire que j'ai tué mes petits ?» Est-ce le dernier mensonge d'un assassin ou le cri d'un homme injustement condamné ? Personne ne tranchera donc jamais. On rapporte qu'à l'hôpital de Cayenne, on a conservé la tête de Brière dans un bocal de formol, aux côtés d'autres têtes guillotinées, elles. L'écrivain Louis Chadourne, visitant la salle de dissection en 1922, note cette macabre collection dans ses carnets. Il affirme avoir entendu que Brière répétait son innocence jusqu'à la fin de sa vie, que la direction, le personnel, plusieurs codétenus le croyaient honnête et doux.
La légende du martyr de Cayenne prend alors corps, alimentant même post-mortem un doute. A-t-on envoyé au bagne un homme qui n'était pas le véritable coupable ? Et vu les conditions, l'a-t-on tout de même envoyé à la mort ? À Corancez, cependant, les médias ont trop bien fait leur travail au moment de l'instruction et la justice, implacable pendant 10 ans, n'a laissé aucune chance à Brière. Au village, on demeure convaincu de sa culpabilité. Les habitants interrogés par des reporters qui reviennent en 1910 ou 1911 rient au nez des journalistes. « C'est Brière qui a tué ses petits, on n'en a jamais douté ». Les Lubins, ruinés moralement, ont quitté le village, et d'autres témoins se souviennent seulement du tumulte médiatique. Tout s'efface, petit à petit. L'unique vestige concret de cette affaire, ce sont la tombe des enfants, encore entretenue par la mairie, et la ferme, désormais vendue à d'autres. On n'en parle plus comme d'un souvenir sombre qui a secoué la Beauce. Au-delà de la tragédie elle-même, l'affaire Brière illustre la naissance d'une presse criminelle à grand tirage, avide de récits sanglants et familiers du public. Avec l'affaire Troppmann en 1869, la presse française avait compris l'attrait pour les crimes de sang. Entre 1901 et 1910, l'affaire Brière devient ainsi la plus médiatisée avant Landru et Seznec, prouvant que la soif de sensationnel n'a fait que croître. Les journaux se disputent la moindre information, publient des croquis parfois approximatifs, des dessins racoleurs de l'accusé brandissant un couteau ou des reconstitutions inexactes, des témoignages tronqués ou modifiés. Bref, on est prêt à tout pour racoler les lecteurs, même à ruiner la réputation des uns et des autres. Ce mode de récit scelle aussi une nouvelle ère judiciaire. L'opinion publique s'empare d'affaires avant même leur dénouement, influençant les décisions, amplifiant les doutes. La grâce présidentielle se retrouve politisée, brandie comme un étendard par des camps opposés. La gauche humaniste et la droite nationaliste sur fond de souvenirs douloureux de l'affaire Dreyfus, clairement pas cicatrisés. Jusqu'à aujourd'hui, certains historiens s'interrogent. Brière était-il vraiment coupable ? Les archives ne recèlent pas d'aveux, ni de preuves absolues. Pourtant, la somme d'indices matériels pèse lourd. Le sac ensanglanté, le coutre de charrue, la veste, les mensonges potentiels, la scène de crime qui ne correspond pas à un simple vol, les éléments convergent vers lui. Mais sans aveu ni témoin, il restera toujours une part de mystère. Les plus sceptiques pointent la légèreté de la science médico-légale en 1901, l'absence d'analyse d'empreintes exploitables, la possibilité d'une manipulation ou d'un complot pour nuire à Brière. Mais rien ne prouve non plus qu'il soit innocent. Certains documents d'époque soulignent son caractère vantard, ses dettes, la perspective d'un remariage, ou encore cette vieille histoire d'incendie pour la fraude à l'assurance. Rien de joli, hein, mais est-ce qu'on peut passer de ce genre de petit délit à un crime familial de cette ampleur ? La question reste ouverte. Corancez est redevenu le village paisible qu'il était, comptant toujours quelques centaines d'âmes. Les plus anciens se rappellent que leurs grands-parents leur transmettaient le récit horrifié de cette nuit du 21 avril 1901. On retrouve encore la tombe des enfants sur laquelle la municipalité dépose régulièrement des fleurs. La ferme a changé de propriétaire, mais il n'en reste guère que des murs lézardés, parfois regardés de loin par des amateurs de faits divers. On n'y parle plus trop de Brière, sinon pour dire que c'était l'homme qui tua ses enfants. L'idée d'une injustice demeure minoritaire. Sur la stèle du cimetière, on peut lire l'épitaphe qui évoque la lâcheté de ce quintuple massacre. Loin des polémiques d'il y a 100 ans, le village a choisi d'honorer la mémoire des victimes, tout en scellant pour de bon l'affaire. L'affaire Brière symbolise la France du tournant du XXe siècle, encore très rurale mais déjà secouée par l'urbanisation croissante et la toute-puissance de la presse. Les techniques médico-légales se développent très timidement, tandis que la politique nationale fragile de la Troisième République s'invite dans le pan judiciaire. Brière meurt en 1910 à Cayenne, il ne reviendra donc jamais à Corancez. Pour la plupart, c'est un assassin qui aura échappé à la guillotine grâce à la clémence républicaine, rien de plus. Un malfrat supplémentaire qui s'est échappé, un autre traître qu'on a sauvé. Pour d'autres, c'est un homme dont on n'a jamais prouvé la culpabilité autrement que par un faisceau d'indices. L'histoire reste ouverte, comme beaucoup d'affaires anciennes, sur la question « La justice a-t-elle puni le vrai coupable ou sacrifié la vie d'un innocent présumé ?» Voilà qui clôt notre 3e et dernier épisode sur l'affaire Brière, l'un des plus grands faits divers de la Belle Époque, aussi retentissant que tragique. J'espère que cette plongée au cœur de la Beauce, au sein d'un village transfiguré par la peur et la médiatisation, encore toute nouvelle à l'époque, vous aura permis de saisir la complexité d'une époque en pleine mutation.
Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette nouvelle saison de Crimes oubliés consacrée à l'affaire Brière. Si vous aimez mon podcast, partagez-le autour de vous, à ceux qui aiment aussi les faits divers. Et si vous voulez me laisser un petit mot sur Instagram, YouTube ou Spotify, ou même un avis sur Apple Podcast, ce sera avec un grand plaisir que j'irai vous lire. Merci à tous ceux qui prennent le temps de noter le podcast, de laisser un avis, ça aide considérablement Crimes oubliés à se développer. Je vous dis à très bientôt pour d'autres épisodes, d'autres époques et d'autres crimes qu'on croyait oubliés, ou presque.